à vous sur le plateau de OM5 TV, Évasion littéraire. Je reçois Jean-Jacques Seymour, journaliste, chroniqueur, homme de radio et de télévision. Justement, ce plateau vous est familier puisque vous présentez une émission, Ce que je crois. Jean-Jacques Seymour, bonjour. Bonjour, Anda. Un bref résumé sur votre émission, Ce que je crois. Eh bien, ce que je crois, c'est tout simplement l'expression de mes sentiments profonds sur l'actualité quotidienne, qu'elle soit des Antilles, qu'elle soit dans le monde. Je dis ce que je pense avec une grande sincérité. C'est vraiment ce que je crois. Votre dernier livre, Haïti, la diplomatie des fondateurs. Dernière de couverture, une analyse néocoloniale, politique et économique d'Haïti, effroi des oppresseurs, espoir opprimé de Franck Étienne. Oui, Franck Étienne est un personnage très important dans la littérature haïtienne, mais aussi dans la peinture haïtienne, dans la poésie haïtienne, dans le militantisme haïtien, parce qu'il a subi plusieurs dictatures, et quand il parle d'Haïti, il en parle en ces termes. J'ai trouvé que ces phrases qu'il prononçait faisaient véritablement écho à l'histoire même d'Haïti que je décris dans ce livre. Vous faites référence à une date historique, le 29 novembre 1987, le massacre de la ruelle Vaillant. Oui, c'est une date qui est très importante pour moi. D'abord parce que je suis en vie aujourd'hui et que j'aurais pu ne pas être, parce que je suis un des rescapés de ces massacres perpétrés par la dictature du général Nanfi. J'étais jeune journaliste et j'étais envoyé spécial pour couvrir ce qui étaient les premières élections libres d'Haïti après la chute du Duvalier l'année précédente. Et après, un périple que je ne vais pas décrire ici, qui m'a conduit aux États-Unis, puis à Port-au-Prince. On est arrivé à Port-au-Prince avec un de mes amis qui était journaliste à Europe 1 et qui couvrait cet événement et qui avait l'habitude des grands théâtres d'opération. C'était l'époque de la guerre du Liban, etc. et tout. Et on arrive là, on nous dit, mais les élections vont être gâtées. Ah bon, gâtées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de processus électoral. Alors pensez donc, tout un peuple qui attend depuis longtemps ce scrutin qui va pouvoir pour la première fois s'exprimer démocratiquement, on lui dit, mais il n'y aura pas d'élection. Et le lendemain matin, je me souviens, j'étais habillé tout de blanc, il faisait un soleil magnifique. On est parti, on a pris notre voiture et on est parti circuler un peu dans le pays, comme on l'aurait fait chez nous, en Guadeloupe ou en Martinique, ou même dans une élection locale dans l'Hexagone, pour voir un peu comment ce scrutin se passait. Et pour la première fois, on a vu cette image que j'oublierai jamais, cette file ininterrompue de gens endimanchés avec leurs enfants, etc., qui pour la première fois allaient remplir leur vote électoral. Alors on s'est dit, mais voilà, c'est quelque chose de formidable. Et puis on s'est mis à écouter les radios du coin, et notamment Radio Métropole, qui à un moment qui nous dit, il y a un massacre à Nazon. Alors Nazon, c'est un quartier de Port-au-Prince. On a filé immédiatement sur Nazon, et j'avais jamais vu autant de cadavres de ma vie collés à terre comme ça. Et mon copain d'Europe 1 me dit, viens, on quitte le lieu. Parce qu'on était un peu fascinés par ce qu'on voyait. Il nous dit, non, viens, on quitte le lieu. Moi, j'ai l'habitude de ces théâtres d'opération, ça sent mauvais. Et on repart pour rentrer à notre hôtel qui se trouvait à Pétionville, lorsqu'on voit un rassemblement à la ruelle Vaillant. Alors on descend à la ruelle Vaillant, qui est un quartier de Port-au-Prince, juste au pied de la côte qui vous mène à Pétionville. Et là, on tombe en plein dans une fusillade, dans une école où on s'était rendu. Eh bien, vous savez, c'est un petit peu comme le massacre du Bataclan. Ouais. On ne sait pas comment on a pu s'en sortir. Et moi qui très naïvement vois ce grand colosse avec des lunettes noires, un costume noir, évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a vu les tireurs arriver à nouveau dans les Toyota. Le nombre de morts, vous avez Oui, enfin, il y a eu peut-être une cinquantaine de morts dans ce truc. Et notamment, et c'est une image qui a fait le tour du monde, qu'on peut retrouver dans les archives, cette jeune fille habillée, qui avait accompagné sa mère dans ce scrutin, qui venait voter, cette jeune fille morte avec plusieurs balles, avec sa robe blanche,
du dimanche. Ça, c'est des images que l'on n'oublie pas, comme je n'oublierai pas non plus ce mur que nous avons escaladé. Je me demande jusqu'à aujourd'hui comment, pour se retrouver dans un bidonville, où une dame qui avait 7 ou 8 enfants dans une petite maison qui faisait à peine 8 mètres carrés, nous a donné à boire. Et là, vraiment, on s'est presque évanoui, parce que tellement on a eu peur de notre vie. Donc cette date du 29 novembre est importante pour nous qui avons vécu cet événement, mais elle est importante aussi dans l'histoire d'Haïti. Et chaque fois que j'en parle à des Haïtiens, ils disent « Ah oui, tu es rescapé de ce massacre, tu connais Haïti ». Bien. Les prisonniers politiques, justement, dans cette période-là, vous avez leur nom, vous les avez vus, non? Quels sont? Parce que dans les coupures de presse, coupures de journaux de l'époque, ils y figurent. Oui, il y a plusieurs personnalités qui sont devenues après des, comment dirais-je, qui sont devenues après des, pas des ministres, mais enfin des conseillers, des ambassadeurs, au fur et à mesure que la normalisation s'est faite. Mais vous savez, en parler de ces prisonniers politiques, c'est important parce que c'était des gens qui, on venait vous chercher à 2h du matin chez vous, on vous amenait à Fort Dimanche, de sinistre mémoire, Fort Dimanche, et vous pouviez y rester selon la volonté du dictateur. D'ailleurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, le président provisoire d'Haïti, M. Préaubert, a fait Fort Dimanche. Il a été prisonnier à Fort Dimanche. Pendant 24 mois, il est resté là-bas. Très bien. Avec votre culture générale, vous avez dû faire des recherches aussi. Oui. Quelles sont les recherches que vous avez faites? Écoutez, les recherches, elles sont... Même si vous avez vécu cet événement en tant que jeune journaliste reporter à l'époque, mais ça vous a nécessité malgré tout pour cet ouvrage d'autres recherches. Parce que bon, j'ai quand même avec moi un réseau haïtien, dont un de mes amis qui a été mon professeur d'ailleurs, qui est le professeur Leslie Maliga, qui a été, pendant une courte période, président d'Haïti. D'ailleurs, on parle beaucoup de son épouse Myrlande aujourd'hui, parce qu'elle a été pressentie pour être le futur Premier ministre. Elle perpétue non seulement la mémoire de son mari, mais le parti qu'elle a créé avec lui. Donc, il a été mon prof à la fois d'histoire et d'histoire politique, parce que il venait faire des cours à l'université, il a exercé un petit peu dans le monde entier, il a exercé à Toulouse, il a exercé au Venezuela, il a fait une grande partie de sa carrière au gré des trucs des dictateurs, parce que il avait fui lui aussi la dictature, et avec lui j'ai beaucoup appris sur cette histoire. Mais après, il faut se renseigner, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les légations, les ambassades, puiser au fur et à mesure où on découvre des choses, demander des documents dans les archives, voire même la Bibliothèque nationale d'Haïti. Tous ces gens sont ouverts. Et avez-vous trouvé des manuscrits avec des lettres signées justement de tous ces dictateurs? Vous les avez trouvés, ces manuscrits? Oui. Parce qu'au fil de votre ouvrage, j'avais le sentiment, pour moi personnellement, trouver ne serait-ce même que 2 ou 3 lettres de manuscrits écrits à cette époque-là. Oui, mais enfin bon, il y a des documents qu'on vous autorise à regarder, mais que vous ne pouvez pas sortir, ou qu'on vous fait signer des choses en vous disant ça fait partie de notre patrimoine, on vous autorise à le regarder, vous pouvez prendre toutes les notes que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de publier. Vous pouvez juste y faire référence pour que les gens puissent aller les rechercher. Alors, différents pays émergent de l'ouvrage, on voyage, quels sont tous les pays? On va rester avec le jeune journaliste reporter à l'époque. Non, mais là, alors, dites-moi. Non, mais là, on parle de l'histoire d'Haïti. Mais Haïti, on va vers Gonaïves, est-ce qu'on... 1804, c'est-à-dire que là, on voit ce qu'est... Oui. Que veut montrer en réalité ce livre? Oui. Partir de l'indépendance, avec des personnages comme Toussaint, comme Jean-Jacques Dessalines, le roi Christophe, etc., et montrer au fur et à mesure comment ces gens-là évoluent. Parce que
Ils vont évoluer jusqu'à effectivement le scrutin politique visiblement interdit et massacré. Voilà, oui, parce que des scrutins interdits et massacrés, il y en a eu depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, c'est ça. C'est pour montrer que finalement, ce peuple, depuis 212 ans, n'arrive pas, même s'il y a des périodes de rémission, comme on dit, pour la maladie, ces gens n'arrivent pas à stabiliser quelque chose parce qu'il y a... Je ne sais pas si c'est congénital. Oui, vous en parliez de l'ADN de ce noir. Voilà. Je ne sais pas si c'est congénital. C'est ce noir qui veut le pouvoir à tout prix. Et le veut d'une manière sauvage et veut tout utiliser pour l'avoir. Ça se voit encore en Afrique aujourd'hui. Absolument. Voilà, ça se voit en Afrique, ça se voit et en Haïti. Je veux dire que c'est perpétuel. Donc, il y a un pays à construire avec l'indépendance. Et en même temps, cette indépendance a été un coup de tonnerre dans la communauté internationale, comme on dirait aujourd'hui. Et ces gens ont dû envoyer dans la communauté internationale, à Paris, à Bruxelles, et selon les régimes qui changeaient, eh bien, des émissaires pour expliquer ce qu'ils voulaient faire, etc. Tout le monde n'a pas reconnu tout de suite l'indépendance. Et notamment les États-Unis, le grand voisin américain, parce qu'imaginez à cette époque un ambassadeur noir à Washington. Vous imaginez ce que oui, ça aurait pu être. Oui. Donc les Haïtiens, ce sont les fondateurs, ce que j'appelle les fondateurs, c'est-à-dire ceux qui, depuis Toussaint, ont créé l'État haïtien, ont dû se batailler et aller discuter pour se faire connaître. Et on comprend aussi à travers ce livre, à travers tout ce cheminement diplomatique, pourquoi aujourd'hui Hispaniola, c'est-à-dire cette grande île qu'est Haïti, eh bien, a été scindée en deux îles. C'est-à-dire que d'un côté, on a Haïti, et de l'autre côté, la République dominicaine. Et ça aussi, nous l'expliquons, nous le comprenons parce que les Espagnols, les Cubains, ont toujours n'ont jamais tout à fait accepté. Voilà, ces pays émergents. Voilà, vous avez répondu à ma question, tous ces pays émergents. Voilà, tout à fait. Si Frantz Fanon était de cette époque, selon vous, les damnés de la terre avec ses fondateurs, la diplomatie des fondateurs, quelle serait la synthèse de Frantz Fanon avec les damnés de la terre? Oh là là, ça c'est une question, c'est presque une question piège. Il dirait d'eux qui sont les damnés de la terre. Oui. Il dirait d'eux qui sont les damnés de la terre. Parce que ces hommes et ces femmes qui ont lutté pour l'indépendance ont toujours, n'ont jamais voulu, comment dirais-je, ils ont été quelque part des gens qui ont... Dans la lutte pour le pouvoir, c'est difficile à exprimer ça, mais dans la lutte pour le pouvoir, ils l'ont toujours fait avec une sauvagerie sans pareil. C'était vrai en 1804, ça on pouvait le comprendre, mais au fil des années, eh bien ça on le comprend pas tellement. Alors il y a un président quand même qui émerge dans cette affaire. Oui. C'est le président Boyer. Je crois que c'est un des présidents qui a eu depuis l'indépendance, qui a eu le plus long mandat en Haïti. Et Boyer, il fait quoi, lui? Alors que nous avons l'indépendance, eh bien, il va prendre le régime de la Restauration pour dire, écoutez, on pourrait peut-être discuter d'un prix de cette indépendance. Ah, c'est un prix. Voilà. Et eh bien voilà qu'on se retrouve avec des sommes à payer. Et vous savez que très récemment encore, le président Hollande est passé en Haïti et a eu à parler de ces sommes qui seraient dues. Est-ce qu'on peut les restituer? Oui, il était mal à l'aise. Oui. Et ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui ont cherché cette difficulté. Parce que l'indépendance avait été acquise et elle était admise. Mais voilà, c'est toujours le nègre ou le mulâtre qui veut aller vers le blanc et pour lui dire, bon écoute,
voilà, on pourrait peut-être payer un petit quelque chose. Je vais rebondir sur ce que vous dites qui me paraît très intéressant. Oui. Après le séisme du 12 janvier 2010, Oui. comment se reconstruit justement le pays avec tous ses fondateurs? Où Eh est-ce qu'on en est? les fondateurs, ils sont plus Est-ce que là. la passation se fait? Reste-t-il encore justement des personnes Non, les fondateurs, ils sont plus là. Ce sont leurs descendants Oui, mais qui sont là. souvent Ils les sont- descendants sont beaucoup plus coriaces, Oui, je non, dirais, mais dans leur politique. Non, les descendants ne sont Plus pas... réfléchis? Non, ils ne sont pas plus réfléchis. Ou plutôt, ils réfléchissent comment ils vont pouvoir mettre dans leur poche l'aide internationale. Parce que cela, c'est le... Il y a des millions de dollars qui ont été déversés comment dirais-je, qui ont été déversés sur Haïti après cette catastrophe qui avait ému tout le monde. C'est donc plus de 250 000 morts lors de ce séisme en Haïti. Eh bien, ces gens, combien on a... L'autre jour, on a fait des statistiques où on avait peut-être construit une quarantaine de maisons, etc. et tout, mais enfin, où il est passé l'argent? Moi, j'ai toujours en mémoire cette rencontre que j'avais eue avec un homme politique haïtien et qui me disait, écoutez, lorsque vous faites de la politique en Haïti, si, quand vous avez terminé votre mandat, vous n'avez pas 4 ou 5 maisons, c'est que vous ne faisiez pas de politique. Ça en dit long, non? C'est un livre de réflexion malgré tout. On se pose des questions. Oui. Ou c'est un livre d'histoire? Ben, c'est à la fois un livre d'histoire Un livre de réflexion. un livre d'histoire Un et de livre de réflexion, thèse parce que que peut bon, aussi faire ces jeunes à l'université. Pardon? Dans la partie historique, Oui. les jeunes à l'université, Oui. les universitaires. Oui. C'est un livre à laquelle, effectivement, on peut travailler dessus. Sur, Oui, enfin, sur des thèses. c'est une contribution à l'histoire d'Haïti, parce que nous avons ceci dans les Antilles, et Haïti n'y échappe pas, c'est que souvent on ne connaît pas notre histoire. Voilà. Et que cette histoire, finalement, est riche de beaucoup de choses. C'est depuis quelques années qu'on commence à redécouvrir les choses, que vous voyez des jeunes universitaires écrire des thèses sur tel ou tel sujet. Mais il y a c'est une région qui est tellement riche Elle est riche, oui. que je comprends pas qu'on s'y intéresse Mais non, pas. parce qu'on est toujours resté sur le séisme et sur la pauvreté et puis le malheur de Haïti, terre maudite, terre damnée. Oui, terre si riche, mais terre si riche. Culturellement, avec des Ah oui, artistes aussi. voilà. Mais pourquoi je vois que vous êtes très passionné justement, Haïti, les Antilles, on Oui, se souvient aussi du dernier que vous avez fait, là. Non, mais là, c'était sur notre ami Chavez. Oui, Chavez. Notre ami Hugo Chavez, oui. Hugo Chavez. Bon, Et puis le Che Guevara, très bientôt, je pense que aussi. Oui. Non, le Che Guevara bientôt. Oui. Non, mais avez-vous le sentiment un jour de pouvoir vous présenter aux élections, ne serait-ce même que rentrer dans la politique, parce que vous parlez de la politique avec une aisance et un verbe. En tant que journaliste et chercheur, je vous vois très bien un jour vous présenter aux élections. J'en accepte l'augure, mais j'en accepte l'augure. Non. Pourquoi? Parce que cette région me semble être une des régions importantes dans le monde qu'on a un petit peu laissé de côté. Mais il y a tellement de personnages importants, intéressants, pas seulement sur Haïti d'ailleurs, mais à Trinidad, en Guadeloupe, en Martinique, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent. Regardez, Sainte-Lucie, 2 prix Nobel, mais qui le sait ça? Personne ne le sait, ça n'intéresse personne. Or, aujourd'hui, avec les soubresauts géopolitiques qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire tout le Moyen-Orient, le Proche-Orient, etc., ce qui se passe, ce monde qui est en train de se déstabiliser, il reste encore cette zone de paix qui est faite de millions et de millions d'habitants qui sont des immigrés quelque part, qui ont été transférés dans cette région et qui sont en train de bâtir quelque chose de nouveau. Mais quoi de passionnant d'aller à leur rencontre, pas seulement pour voir les paysages qui sont magnifiques, pas seulement pour voir ce qu'ils font, mais pour essayer de comprendre et de bien les intégrer dans ce monde nouveau qui est en train de naître. Oui, cette partie du monde, avec ses grandes et ses petites îles, est quelque chose d'important qui va bouleverser le monde de demain, qui le prépare quelque part, et cette multitude d'intellectuels. Vous me parlez d'Haïti. On resterait des heures avec vous sur le plateau de Évasion littéraire. Malgré tout, notre émission va bientôt se terminer, mais avant, j'aimerais qu'on parle de cette couverture, ce monument un peu en débris, laissé comme patrimoine. Oui. Quel est ce lieu
Ben, c'est le... C'est comment qu'on voit en dirais-je? couverture. Oui, ben, c'est le château construit par le roi Christophe, tout simplement. Voilà. Et il y en a plusieurs comme ça en Haïti. Ah oui, je le remonte à l'écran. Voilà, il y a plusieurs... voilà, donc ils sont visités, ils ont une histoire oui, en parce tant que touristique. il se trouve qu'il y a, mais malheureusement, je ne sais pas si elle va conserver ses fonctions dans quelques mois. Il y a la jeune ministre du tourisme haïtien qui a fait un travail absolument considérable concernant tout ce patrimoine, parce que c'est pas tout de construire des hôtels, mais il faut aussi pouvoir montrer des choses. Oui, restaurer, bien sûr, tous ces monuments qui ont une histoire. Et en général, il se trouve où en Haïti, tous ces monuments? Ce monument-là, il se trouve où? Il se trouve du côté du Cap, hein, voilà. Donc voilà, c'est toutes ces régions-là, on peut les voir, et elles sont référencées aujourd'hui par les, comment dirais-je, par les autorités touristiques haïtiennes. Parce qu'il y a les politiques d'un côté, et puis il y a des politiques qui font un travail aussi. Hein. Disons que quelque part, ce sont les têtes quelquefois qui sont pourries. Mais tous ces jeunes intellectuels là qui travaillent sur ces sujets, eh bien, bon, il faut les encourager. Mais très bien, et on va terminer avec l'écrivain académicien Dany Laferrière. Alors, fait-il sa réaction? L'avez-vous rencontré? Lui avez-vous soumis ce livre? L'a-t-il lu? Non, pas du tout. Est-ce qu'il fait partie justement de cette nouvelle diplomatie des fondateurs qui émerge avec des idées pour reconstruire Haïti? C'est un ambassadeur extraordinaire pour son pays, Dany Laferrière. Hein, qui est parti d'Haïti, qui a fait les États-Unis, qui est aujourd'hui à l'Académie française, etc. Mais quel meilleur représentant pourrait-on trouver d'autre que lui? Voilà. Bien, je vous rappelle le titre de l'ouvrage, Jean-Jacques Seymour, Haïti, la diplomatie des fondateurs. Par contre, Jean-Jacques Seymour, j'ai cherché un éditeur. Oui, alors, je n'ai pas trouvé d'éditeur. Est-ce normal? L'éditeur s'appelle lulu.com parce que, comme beaucoup d'intellectuels, nous avons quelques problèmes avec les éditeurs. Et qu'un travail intellectuel, ça se paie quelque part. Donc, quelquefois, on décide soi-même de s'éditer. Voilà. On y trouve notre compte. Après Haïti, second ouvrage, vous serez... Non, il y aura... partirez où? Voilà, alors, j'ai appris que j'étais sélectionné pour la prochaine Plume antillaise, que je serai l'invité d'honneur. Et je leur ferai à cette occasion un beau cadeau, puisque je vais mettre sur le papier quelque chose d'important sur la Caraïbe, que je veux faire découvrir. Enfin, mais là, je vais passer par un éditeur qui pourra y coller des images qui feront aussi rêver, parce que j'aurai besoin d'une iconographie abondante pour accompagner ces textes, et là, ça coûte. Merci, je remercie mon invité Jean-Jacques Seymour, merci de votre fidélité.